Bien. Alors, bonjour à tous. Merci d'être présents, soit de façon physique ou virtuelle, à cette réunion sur ce format un peu hybride qui sera malheureusement certainement celui que l'on utilisera tout au long de cette année, étant donné la situation sanitaire et puis les contraintes en termes de fonctionnement. Alors, mon nom est Jean-David Dreyfus, je suis professeur de droit public et directeur de l'IEJ, de ce qui s'appelait il y a encore quelques jours Université de Paris et qui aura bientôt un nouveau nom que je ne connais pas. Mais ça ne change rien au fait que nous allons parler ensemble de la préparation et de l'examen du CRFPA que vous allez, avec l'IEJ, préparer et passer en septembre. Je vous précise que, même si ce n'est pas essentiel, j'exerce la profession d'avocat, donc j'ai une idée de ce qu'est la profession et de la façon dont ça fonctionne aujourd'hui. Alors, je ne suis pas tout seul à faire fonctionner les IEJ. Il y a aussi M. Duron, qui est le secrétaire de l'IEJ, qui répond essentiellement par mail, parce qu'en ce moment, il y a un télétravail, vous savez, qui est imposé et droit à 4 jours par semaine, il y a du télétravail. Donc, M. Duron et Mme Chaban, avec laquelle vous avez peut-être déjà eu affaire, qui est la personne qui est en charge des inscriptions et des problèmes administratifs. Voilà. Par ailleurs, il y a une autre personne que vous connaissez le nom, qui est Mme Roll, qui est la référente handicap, parce qu'il peut y avoir, pour un certain nombre de personnes, le souhait d'obtenir un PAEH, c'est-à-dire un plan d'accompagnement des étudiants à handicap, qui leur permet d'avoir des aménagements, soit tiers-temps, soit un aménagement de certaines épreuves. Dans ce cas, c'est Mme Roll qui est votre interlocuteur pour ces questions. Alors, commençons par un certain nombre d'éléments qui concernent la dimension administrative de l'IEJ. Monsieur Duron donc, est votre interlocuteur en termes de scolarité. C'est votre interlocuteur au quotidien. Alors là, il y a un point important sur lequel je voudrais insister, c'est que vous devez lui transmettre votre fiche d'inscription définitive, ce qu'on appelle l'inscription pédagogique, puisque vous avez déjà réalisé ce qu'on appelle l'inscription administrative, mais il reste l'inscription pédagogique, qui est le choix des matières que vous allez passer, indépendamment de celles qui sont obligatoires, à l'examen du CRFPA. Vous avez jusqu'au 28 janvier 2022 pour, comme c'est indiqué sur le site de l'IEJ, pour lui transmettre vos choix. La transmission est importante parce que d'une part, ça permet l'inscription à l'examen du CRFPA lui-même, et d'autre part, ça va vous donner accès à Moodle, donc vous savez, cet espace dématérialisé, pour les entraînements, cours et autres. Et évidemment, en fonction des choix que vous aurez indiqués de matière, vous aurez accès aux cours ou aux entraînements liés à vos matières. Donc, si vous passez droit social, vous n'avez pas besoin de suivre l'entraînement en droit fiscal. Voilà. Donc, important. Donc, je vous engage à bien retourner à M. Duron, comme c'est indiqué sur le site, par mail, votre fiche d'inscription pédagogique. C'est extrêmement important. Par ailleurs, M. Duron gère aussi les stages. Alors, cette question des stages est importante parce que beaucoup d'entre vous vont faire un stage au cours de cette année, voire même déjà déposer une convention de stage. Nous avons eu une difficulté qui était liée justement aux suite de l'arrêt du Conseil d'État qui a annulé la dénomination Université de Paris. Bon, finalement, la présidence a tranché et nous continuons à délivrer des conventions de stage jusqu'à ce que le nouveau nom intervienne. Donc, si vous souhaitez faire un stage, vous pouvez le faire. Il faut remplir sur le logiciel qui s'appelle PStage,
votre demande de convention et ensuite, M. Duron la vérifie, me la présente à la signature, une fois évidemment qu'elle est signée par la personne qui est censée vous prendre en stage, et ensuite le doyen la signe lui aussi. Donc il y a tout un circuit que vous devez suivre, mais ce qui est important, c'est de renseigner et de déposer sur les stages votre convention. Donc la convention de stage signée par l'étudiant, l'organisme d'accueil, avec le tampon de référence, puis ensuite, eh bien, ça suivra son circuit et il faut compter 2 semaines de délai minimum, je vous dis franchement, pour validation en vacances scolaires. Parce que il y en a beaucoup en cette période et ça prend un peu de temps. Voilà. Donc, ça, le stage qui est possible jusque en septembre. Jusque en septembre. Pour l'instant, il n'est pas possible de vous donner des conventions de stage qui vont au-delà, puisque ça arrive que des étudiants veulent continuer leur stage au-delà. Ça ne va que jusqu'en septembre. Bien. Alors, d'accord pour ces questions-là? Pour les stages, ça va? Vous avez compris? De toute façon, tout est indiqué sur le site. Et sinon, le point important, c'est l'inscription pédagogique. Alors, l'IEJ, quel est son rôle? Le rôle de l'IEJ, c'est d'avoir une dimension pédagogique. Je vais aller assez rapidement. Vous savez que le CRFPA, l'examen du CRFPA, c'est un examen qui est assez exigeant, qui a la réputation d'être un examen assez difficile. Alors, pour une raison assez importante, c'est que il va vous demander de passer 4 demi-journées de suite, des épreuves, dans des matières différentes, et ça va vous demander une certaine discipline. Et donc, il faut que vous soyez préparé aux différents exercices qui sont de nature différente, qui constituent le CRFPA. Et donc, c'est un examen qui va vous demander une certaine discipline et un certain travail régulier tout au long de l'année. Cet examen arrive à un moment où vous avez fait un choix vers un avenir professionnel. Hein, vous savez que le CRFPA, c'est bien entrer dans une épreuve, dans une école, soit l'EFB ou l'EDAC, etc., pour devenir avocat. Vous connaissez cette profession, ensuite il y a toute une scolarité, mais c'est une formation professionnelle. Donc ça veut dire que si vous vous engagez vers l'examen du CRFPA, c'est quand même déjà que vous avez en ligne de mire de devenir avocat. Je sais que toute une série de personnes pensent qu'il faut avoir le CRFPA pour leur CV, c'est bien, mais ça va quand même supposer un vrai investissement. L'objectif du CRFPA, c'est de vous donner accès à l'école qui va vous former à votre future profession, mais ça veut vous dire quand même que vous avez déjà choisi la profession que vous avez exercée. Et le métier d'avocat, c'est un métier qui, que vous connaissez peut-être, et j'espère que vous le connaissez, et je vous engage à faire des stages pour mieux le connaître de l'intérieur, mais c'est un métier qui est un métier assez exigeant. Je ne vais pas du tout vous décourager de faire sans moi-même cette profession, mais je ne veux pas vous mentir, le métier d'avocat, c'est un métier exigeant qui demande non seulement des compétences professionnelles, mais aussi un vrai investissement en temps, etc. Donc, c'est votre choix. Et je comprends que pour beaucoup d'entre vous, c'est quelque chose, il y en a même qui attendent ce moment depuis longtemps, de prêter serment et d'exercer la profession d'avocat. Bon, mais il faut que vous sachiez que la route est encore un petit peu longue, puisqu'il faut d'abord que vous franchissiez cette étape de l'entrée à l'école. Et souvent, vous êtes extrêmement, et moi je le constate, stressé. Stressé le jour des examens. Il y a une ambiance électrique incroyable, on a l'impression. Bon. Donc, le meilleur moyen d'être moins stressé, c'est de vous entraîner et d'être moins pris par l'angoisse du moment. Voilà. Alors, point très important, c'est un examen, ce n'est pas un concours. Autrement dit, vous devez avoir la moyenne. On ne vous demande pas, bien sûr, tant mieux si vous avez 17,
Mais on ne vous demande pas d'avoir. On vous demande d'avoir le niveau de connaissance suffisant pour entrer dans l'école. Mais ce n'est pas une compétition. Hein, je veux que ce soit tout à fait clair. Beaucoup de gens disent que c'est un concours. Non, c'est un examen d'entrée. Si c'était un concours, ce serait autre chose. Hein, tout à fait autre chose. Donc, ne vous angoissez pas encore plus en vous disant c'est extrêmement difficile et hyper sélectif. Oui, il y a une sélection, bien sûr, mais ça reste un examen. Alors, c'est vrai que, et en particulier l'année dernière, à la session 2021, certaines épreuves ont été particulièrement difficiles. Je ne rentrerai pas plus dans le détail, peut-être certains d'entre vous l'ont passé. L'épreuve de droit des obligations, qui est une épreuve commune que tout le monde passe, a été particulièrement difficile et a été particulièrement sélective. Donc, il n'en reste pas moins que ça n'est qu'un examen et qu'il ne faut pas avoir plus de pression. Si vous avez les connaissances suffisantes, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas réussir les épreuves. Les épreuves sont d'une part des épreuves d'admissibilité et d'autre part des épreuves d'admission. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que je pense que vous le savez, mais je vais vous dire un certain nombre de choses. Il y a des épreuves écrites qui sont les épreuves d'admissibilité, qui sont au nombre de 4. Les sujets ne sont pas élaborés par moi ou par les directeurs d'IEJ, mais par une commission nationale au niveau du barreau, du Conseil national des barreaux, les commissions qui élaborent les sujets. Ce qui veut dire que, vous le savez, les sujets sont les mêmes, quel que soit le lieu où vous passez votre examen. Et non seulement les examens sont les mêmes, mais ils ont lieu à la même heure et au même moment. Bien. Alors, et ce n'est pas tout, des grilles de correction nous sont données par la commission nationale qui élabore les sujets, de façon à ce qu'il y ait le moins de disparité possible quant à l'évaluation des copies, qui font d'ailleurs l'objet de double correction, entre les différents IEJ. Donc, dans tous les IEJ, nous est transmis la même grille de correction assez précise qui détaille l'attribution des différents points en fonction des différentes réponses qu'attendaient les auteurs des sujets. Donc, la latitude de correction des instituts d'études judiciaires est assez réduite. Hein, il faut vous dire qu'il y a donc une harmonisation et une volonté d'harmoniser les notes au niveau national. Alors, première épreuve, vous savez, c'est la note de synthèse, durée 5 heures, coefficient 3, qui est la première épreuve, qui est la plus importante des écrits. Alors, vous savez en quoi consiste la note de synthèse. C'est souvent un exercice que les juristes que nous sommes ne sont pas habitués à faire, mais qui est assez classique dans tous les concours administratifs, etc., qui consiste à partir d'un dossier documentaire qui comprend toute une série de documents, que ce soit des documents de presse ou autres, des arrêts, des extraits d'ouvrages, etc., et qui contient entre une trentaine de pages, de réaliser une note de synthèse avec un nombre de pages précis, qui est un nombre de 4 pages. Donc là, il y a des exigences formelles qui sont très importantes. L'épreuve est destinée à apprécier les capacités de synthèse du candidat avec une limite de 4 pages qui ne doit pas être dépassée. La qualité rédactionnelle est particulièrement prise en compte, par exemple les déficiences orthographiques et syntaxiques, l'impropriété des termes, l'inélégance du style, les obstacles à la lisibilité du texte sont sanctionnés. Donc, on attend du candidat que non seulement il fasse une synthèse, mais une synthèse propre, claire et facile d'accès pour le correcteur. Avec, donc, sur la base de ce dossier d'une trentaine de pages et d'un sujet posé, il faut présenter en 4 pages une synthèse dans laquelle vous utilisez, et on vous le précisera lors des entraînements, tous les documents.
tous les documents. C'est un exercice auquel je n'avais pas été confronté dans vos études du droit et qui suppose d'avoir acquis une méthodologie particulière. Donc, vous seront proposées 4 notes de synthèse d'entraînement au sein de l'UE. Je reviens tout à l'heure. Deuxième épreuve, le droit des obligations. Durée 3 heures, coefficient 2. Donc, généralement, c'est une consultation, c'est un cas pratique avec des questions. Je ne rentre pas plus dans le détail. C'est cette épreuve, donc, il faut vous y préparer. C'est une épreuve qui, pour un certain nombre de jurys, je ne sais pas, par exemple, des gens qui auraient fait du droit public, n'est pas forcément l'épreuve la plus facile parce que c'est tout le droit des obligations. Mais voilà, c'est une épreuve incontournable. Il n'y a pas de bon avocat qui ne connaisse pas parfaitement le droit des obligations. Et c'est une matière que vous avez nécessairement étudiée au cours de vos années d'études et de scolarité. Ensuite, 2 autres épreuves qui ne sont pas communes et qui sont ce qu'on appelle des épreuves de spécialité et de procédure, avec des combinaisons entre les différentes spécialités et les différentes procédures. Selon que vous êtes plutôt civiliste ou plutôt administrativiste, j'en sais rien, ou que vous aimez certaines matières, vous pouvez faire un certain nombre de combinaisons entre différentes matières. Donc, sont proposés droit civil, droit commercial, droit social, droit pénal, droit administratif, droit international et européen et droit fiscal parmi les épreuves de spécialité. Et ça va se combiner avec des épreuves de procédure civile, procédure administrative, contentieuse ou procédure pénale. Donc, ça va ensemble. Il y a des combinaisons à respecter. Et c'est ces combinaisons que vous devez indiquer, enfin, ces choix que vous devez indiquer à M. Durand. D'accord? Donc, sur ces questions, alors, l'épreuve de spécialité est forcément une épreuve pratique. Il s'agit d'une épreuve, je cite le texte, qui est un texte de 2016, il s'agit d'une épreuve destinée à vérifier l'aptitude à résoudre un ou plusieurs cas pratiques. Donc, 3 heures, coefficient 2. Enfin, l'épreuve de procédure, 2 heures, coefficient 2. Et elle est comme l'année dernière, c'était aussi un cas pratique. Voilà, une sorte de consultation. Alors, point important, il faut regarder d'où viennent les sujets. La commission qui élabore les sujets, c'est une commission mixte, avocat-universitaire. Donc, cette mixité marque de façon assez importante les sujets. Et donc, il faut essayer d'associer ce type de compétences. D'autre part, la commission prépare ces sujets au premier semestre et donc il y a une certaine actualité. Il y a une certaine actualité des sujets. Vous vous doutez bien que dans les épreuves qui ont été données en septembre 2021, il y a eu des éléments d'actualité tirés de certaines dernières jurisprudences rendues par les juridictions ou civiles ou administratives, ou même, si on prend le cas du droit procédure administrative contentieuse, du Conseil constitutionnel. Voilà. Donc, il y a une actualité. Donc, il faut tenir compte de ces éléments. Et le but, c'est donc non seulement de connaître la matière, mais aussi de vous tenir informé de l'actualité parce qu'il est à prévoir qu'on prend en compte les différentes évolutions jurisprudentielles ou des textes qui peuvent intervenir. Je ne sais pas s'il y avait une réforme dans certaines matières, comme le droit des sûretés, ce genre de choses, évidemment. Il faudra, le cas échéant, en tenir compte, même si ce n'est pas une matière dominante au droit des sûretés, par exemple, pour le droit de l'obligation. Bon, mais prenez bien en compte le fait qu'on prend en compte l'actualité. Et ce qui pourra conduire un certain nombre de vos professeurs à vous proposer des fascicules d'actualisation en fonction des différentes jurisprudences ou éléments d'actualité qui auront pu intervenir. D'accord? Donc ça, c'est 4 épreuves, les premiers jours de septembre, 4 demi-journées de suite, 4 après-midi de suite. D'accord? Sauf l'année dernière où il y a eu une interruption le
le jeudi, ça a eu lieu le lundi, mardi, mercredi et vendredi. Mais bon, la plupart du temps, c'est 4 demi-journées au tout début septembre. D'accord? Pas de questions particulières? Alors, je vois que le son est mauvais. Il faudrait faire remonter. Alors, là, vous ne m'entendez pas? Le son est mauvais. Pour quelle raison? Est-ce que ceux qui sont en Zoom m'entendent ou pas du tout? Ça va? Oui, ça va. Bon, d'accord. Il y a un écho, mais ça va. Alors, l'oral. L'oral, c'est l'admission. Donc, ça suppose que vous ayez eu 10 aux écrits, sachant que les notes se compensent. Si vous avez 12 à la note de synthèse, et je ne sais pas, 9 en droit des obligations, ça peut se compenser. À partir du moment où vous avez 10, ou même plus, puisque c'est les points que vous avez acquis aux écrits, interviendront pour la computation de la note finale qui vous sera attribuée. Et si vous êtes admissible, l'année dernière, je ne vous mens pas, à Descartes, enfin, à l'Université de Paris, il y a eu, à cause du droit des obligations, seulement 33% d'admissibles. Les années précédentes, c'était de l'ordre de 55%. Donc, je ne veux pas. J'espère que cette année, on sera plus proche des années 2019-2020 que de l'année 2021. Voyez bien qu'on va s'y employer. En particulier en droit des obligations, le professeur qui va faire le droit des obligations va s'employer à préparer des sujets qui sont plus proches que ceux qui ont été posés cette année. Donc, à supposer que vous soyez admis, il y a des épreuves d'admission qui sont des épreuves orales, uniquement orales, avec 2 épreuves orales. D'une part, une épreuve de langue, une épreuve d'anglais, et vous avez des cours tout au long de l'année d'anglais juridique, avec une épreuve qui consiste en l'étude d'un texte. Et pendant 15 minutes, vous allez parler de ce texte. Et ensuite, un certain nombre de questions vont vous être posées à propos de ce texte. Il n'y a pas d'autre langue que l'anglais. Alors, peut-être certains d'entre vous parlent mieux l'espagnol, oui, mais c'est l'anglais. Peut-être certains d'entre vous parlent mieux l'allemand, oui, mais c'est l'anglais. D'accord? Donc, ce n'est pas la peine de venir me voir en m'expliquant que l'anglais, vous ne le parlez pas, ce n'est pas la question. Vous savez que vous serez interrogé en anglais, sur un texte en anglais, avec des questions sur la vie juridique et politique du pays, des pays anglo-saxons. Bon, bien sûr, vous avez une préparation, des cours qui vous sont dispensés, des supports aussi qui seront mis en ligne sur Moodle et qui vous permettront, y compris des enregistrements, qui pourront vous être utiles. Donc, on vous mettra toute une série d'outils qui pourront vous être utiles pour ces épreuves, bien sûr. Donc, Moodle, c'est important et on laisse à vous servir. Donc, coefficient 1 pour l'anglais. Et puis, évidemment, j'en arrive à l'épreuve qui pose le plus de difficultés ou qui est la plus anxiogène, ce que l'on appelle le grand oral, qui en fait est un exposé de discussion devant un jury composé de 3 personnes, un universitaire, un avocat et un magistrat. Alors, ce grand oral, qui a un coefficient 4, est une épreuve importante puisqu'elle a pour but de permettre de voir si vous disposez d'une part de compétences, mais d'une certaine éloquence aussi, pour discuter un texte juridique et plus précisément dans notre université un texte qui est un texte d'un arrêt ou un texte de loi. Donc c'est ou une décision de justice ou un texte de loi devant ce jury. Alors, très précisément, vous disposez d'1 heure pour préparer cette épreuve. Cette épreuve est composée en 3 séquences de 15 minutes. Donc, vous préparez pendant 1 heure et ensuite, vous avez 45 minutes d'épreuve sous forme de 3 séquences. Première séquence de 15 minutes, un exposé
de votre fête sur le texte, l'arrêt que vous avez à commenter. Ensuite, une discussion de 15 minutes sur le texte avec votre jury. Puis, encore 15 minutes de questions de culture juridique générale. Donc, 30 minutes sur le texte, puis 15 minutes de culture juridique générale. Le sujet porte sur la protection des libertés et des droits fondamentaux. L'arrêté de 2016 précise le programme de droits et libertés fondamentaux, origine et source des libertés et droits fondamentaux, régime juridique des libertés et droits fondamentaux, principales libertés et principaux droits fondamentaux. Ça, c'est pour le texte que vous avez apprécié. Ensuite, et je le redis, les 15 dernières minutes de votre exposé de discussion, de votre grand oral, ce sont des questions de culture juridique générale sur tous les sujets que le jury a en tête. D'abord, avec vous. Et donc, là, il y a une très grande variété des questions qui peuvent vous être posées. Ça peut aller de la présomption d'innocence à aux normes d'applicabilité directe ou d'applicabilité directe en droit de l'Union européenne. Voilà, puisque vous pouvez tomber sur un professeur qui est un professeur, je ne sais pas, de droit européen, qui va vous poser des questions de droit européen. Vous pouvez tomber sur un professeur de droit pénal et vous poser des questions de procédure pénale. Donc là, il faut une culture juridique générale. Le texte nous dit que doit être apprécié, je cite, les connaissances du candidat, la culture juridique, son aptitude à l'argumentation et à l'expression orale. Alors, on aura l'occasion d'y travailler parce que pour les personnes qui seront avec nous, on fait un entraînement après les écrits au grand oral avec un de mes collègues, M. Kissamboula, qui est le professeur qui assure le cours de droit des libertés fondamentales. Et ensuite, en présentiel, on assure un entraînement, c'est-à-dire qu'on vous donne les sujets, vous les préparez en temps réel et vous passez devant nous et devant vos camarades et vous faites comme si vous étiez à l'épreuve du grand oral. Ce qui vous donne un avant-goût, si j'ose dire, de la façon dont ça peut se passer. Et c'est extrêmement instructif parce que souvent, on aura l'occasion de reparler, mais déjà, vous ne tenez pas les 15 minutes du tout d'exposé. C'est-à-dire qu'il y a une vraie difficulté à construire un propos suffisamment long et argumenté et clair et qui permet à votre jury de comprendre, puisqu'il faut bien, et j'aurai l'occasion de vous en reparler plus tard, il faut bien comprendre que votre jury ne connaît pas, n'a pas préparé les sujets. Le seul qui a préparé les sujets, c'est le directeur de l'IEJ, puisque c'est à moi qu'il incombe de préparer les sujets du grand oral. Donc, dans chaque IEJ, les épreuves sont différentes, portent toutes sur les droits et libertés fondamentaux, mais elles sont distinctes. Donc, le grand oral, ce sera un commentaire, voilà, et évidemment, je choisirai des sujets dans l'actualité. Je ne choisirai pas des sujets d'il y a 20 ans, même si bon, je le ferai volontiers, mais je pense que ce n'est pas essentiel pour vous. D'accord? Donc, bon, vous verrez, il n'y a pas non plus de surprise, hein, ce sont des arrêts ou de la Cour de cassation, du Conseil d'État, ou une QPC du Conseil constitutionnel, ou un projet de loi. Il n'y a rien que vous puissiez prévoir. Maintenant, bon, la vraie difficulté pour vous, c'est de vous faire comprendre par le jury de façon claire et d'être capable d'argumenter. Là, il y a tout un travail de forme et d'expression orale sur lequel il faudra que vous travaillez. Bien. Et lorsque vous aurez réussi votre grand oral, eh bien, vous serez et vous entrerez à l'école d'avocat. Alors, les épreuves d'admissibilité ont lieu en général en novembre. Les épreuves d'admission ont lieu en novembre, les épreuves d'admissibilité ont lieu en septembre. Donc, septembre, admissibilité, admission en novembre, résultat, généralement tout début décembre. Voilà. À peu près le format. Donc, vous composez début septembre, vous avez les résultats, généralement cette année, c'était fin octobre, début novembre, puis ensuite vous avez les épreuves
d'admission et vous avez vos résultats en décembre. Bien. Ça va à peu près. Alors, quand commencent les cours? Donc, je vais revenir sur tous ces points. Ça, c'était les épreuves auxquelles vous serez confrontés. Maintenant, venons-en à la préparation de l'IEJ. Alors, savez-vous si l'actualité juridique liée au Covid-19 sera au programme cette année? Alors, je ne le sais pas, puisque ça va dépendre d'une décision de la Commission nationale qui fait les sujets. Pour le moment, on ne sait pas. C'est comme vous le dit votre camarade qui est sur le chat, il nous dit que ça n'était pas le cas dans les 2 années précédentes. C'est exact. La Commission avait fait le choix d'écarter ces règles, etc., particulières. Je ne sais pas ce qu'il en sera cette année pour le moment. Donc, il y aura une décision. Et évidemment, lorsque je connaîtrai les dates, lorsque je connaîtrai j'aurai ce genre d'informations, tout cela vous sera mis en ligne sur Moodle. La préparation, justement. La préparation, donc ce que va faire votre IEJ, la préparation va commencer dès le 18 janvier. Dès le 18 janvier. Alors, première chose, votre emploi du temps. Votre emploi du temps, vous pouvez déjà le consulter en allant sur le site de la faculté. Vous savez que vous avez un onglet qui s'appelle Emploi du temps. Peut-être certains d'entre vous connaissent déjà ce fonctionnement. Sur cet onglet Emploi du temps, vous mettez la formation, pas très compliqué, vous choisissez la formation IEJ CRFPA et vous avez déjà placé les cours, les cours, les corrections et les salles. Alors, Monsieur Duron va mettre sur notre site, par ailleurs, tout prochainement, un récapitulatif de toutes les dates. Mais vous pouvez d'ores et déjà, sur l'emploi du temps en ligne, consultable par tout le monde, sur le site de la faculté, déjà avoir un certain nombre d'informations. Les cours ont lieu le soir, en principe, à partir de 18h ou 18h30, de façon à permettre aux personnes qui travaillent de pouvoir participer à ces cours. Ils seront diffusés. C'est une innovation et j'espère que ça se déroulera bien, c'est en tout cas ma volonté, en même temps sur Zoom. J'ai demandé, parce que je comprends que c'est important, que non seulement bien sûr le cours ait lieu en présentiel, mais qu'en même temps il soit diffusé en direct sur Zoom. Je ne peux pas être là. D'accord? Donc c'est une dimension double. L'ensemble de l'emploi du temps sera mis en ligne. Et alors, comment ça va se dérouler? La préparation commence par la correction des épreuves de 2021 du CRFPA dans toutes les matières. Vous allez avoir, pour chacune des matières, droit des obligations, droit pénal, une séance de correction en présentiel, de façon à refaire ou faire avec donc un enseignant le sujet qui avait été donné. Bien. D'accord? Donc ça, on commence par ça. Formule de correction en présentiel. Je vous l'ai dit, les consignes de notation sont nationales. Je vous l'ai expliqué. On a des grilles. Et ces grilles de notation, on ne peut pas vous les communiquer parce que la Commission nationale ne souhaite pas que nous les communiquions aux étudiants. Elles sont uniquement destinées aux correcteurs. Mais nous allons donc essayer quand même de vous permettre de comprendre, pour ceux qui ont passé et qui n'ont pas eu une bonne note, les raisons pour lesquelles vous n'avez pas eu la note. Pour ceux qui passent l'épreuve, ce qu'il fallait faire pour obtenir le maximum de points et répondre le mieux possible aux questions. Donc, la séance de correction, ce n'est pas quelque chose d'utile, c'est tout à fait quelque chose d'essentiel parce que vous allez comprendre ce qu'on attendait de vous, ce que la Commission nationale attendait de vous comme réponse, le degré de précision, le type de raisonnement qu'elle attendait. Donc, on commence par ces corrections
et elles sont assurées par des professionnels ou des enseignants qui sont aguerris et qui ont l'habitude de le faire. D'accord? Donc ça, c'est pour assez rapidement. Ça va commencer donc dès le 18 janvier. C'est M. Carpentier pour le droit social qui va commencer et qui corrigera. Voilà. Et ensuite, vous aurez tout pendant la deuxième quinzaine de janvier ces corrections. Oui, tout sera aussi sur le site, comme le dit M. Journeau, droit.u-paris.fr/IEJ, les méthodes. Ensuite, une fois que vous aurez corrigé l'épreuve, vous aurez un certain nombre de cours de notions fondamentales qui ne sont pas des cours qui consistent à reprendre l'intégralité de tout ce que vous avez fait au cours de vos études jusqu'à votre master, non, mais qui consistent en quelques séances à mettre l'accent sur les notions fondamentales, les éléments d'actualité, les points saillants des matières, avec des spécialistes dans chaque matière qui interviendront pour vous permettre d'identifier assez rapidement ce sur quoi vous devez travailler et ce qui retient l'attention. J'insiste bien, ce n'est pas 30 heures de cours dans chaque matière. C'est 4 heures, parfois 6 heures pour les obligations de cours, centrés sur les points importants que l'enseignant estime devoir être vus avec vous. Alors, ce sera dans toutes les matières qui sont proposées à l'examen. Droit des obligations, droit international et européen, droit pénal, droit des affaires, droit civil, droit administratif, droit social, etc. Bien sûr, les procédures. Vous aurez ces séances de cours. Évidemment, vous n'avez à assister qu'aux matières que vous allez passer en septembre. Hein? Si vous n'êtes pas droit administratif, procédure administrative contentieuse, ça ne vous intéressera pas. Vous le savez, la plupart d'entre vous choisissent procédure civile et une matière comme droit des affaires. Hein, c'est souvent le cas. Les plus gros contingents, c'est ça. Hein, c'est droit des affaires et procédure civile. Hein, bon. Mais il y a moins de civilistes que de gens qui passent au droit des affaires. Beaucoup de gens aujourd'hui passent droit fiscal. De plus en plus de personnes passent droit fiscal. C'est une matière qui est de plus en plus sélectionnée par les étudiants. Et puis, évidemment, il y a des pénalistes qui prennent droit pénal et procédural. Ce que je veux simplement dire, c'est que vous n'avez pas assisté à tous les cours. Vous n'assistez, c'est pour ça qu'il peut y avoir le même jour plusieurs cours. Mais évidemment, ça correspond à des cours que vous n'avez pas à suivre simultanément. Hein, donc, voilà. Vous n'avez à suivre que les cours qui sont liés à l'épreuve de spécialité, à l'épreuve de procédure que vous avez choisie. Ça aura lieu en février et en mars. D'accord? Donc là, il y a toute une série de dates qui ont lieu à partir de début février. Ça, c'est pour les cours de notions fondamentales. Ensuite, parallèlement, se déroulent des entraînements. Des entraînements à la note de synthèse, des entraînements aux différentes épreuves juridiques, que ce soit le droit des obligations ou la spécialité et la procédure. Alors, ces épreuves se dérouleront en distanciel. Tout se fera en distanciel, c'est-à-dire que, suivant le calendrier qui est indiqué sur le site, qui sera indiqué sur le site, vous aurez le sujet qui sera publié un lundi matin. Vous aurez une semaine pour le préparer et vous enverrez votre devoir, votre travail à M. Duron, qui le transmettra au correcteur. Tout se fait à distance, dans toutes les matières. D'accord? Donc, si vous, pour ceux qui ne sont pas avec nous, qui ne peuvent pas se déplacer, vous n'avez pas à vous déplacer, il n'y a pas de présentiel. C'est clair? Donc là, regardez bien les dates avec la mise en ligne des sujets sur Moodle, hein, puisqu'il faut que vous utilisiez votre Moodle. Alors, si vous avez des difficultés pour vous connecter à Moodle, il faut impérativement que vous soyez
vous ayez solutionné ces problèmes parce que Moodle, c'est, enfin, votre NT, c'est ce qu'on va utiliser et en plus, je vais lui faire des annonces sur le site. Bien. Alors, ensuite, après échange avec les différents enseignants, nous est apparu que, s'agissant des notes de synthèse, il pourrait quand même être utile d'effectuer des corrections en présentiel. Donc, c'est quelque chose que j'ai rétabli cette année. Les années précédentes, malheureusement, à cause du Covid, ça n'était pas possible. J'espère bien que ce sera toujours possible cette année. Je pense que c'est utile pour vous d'avoir des corrections en présentiel. Évidemment, ce n'est pas une obligation, mais il y aura des corrections des notes de synthèse en présentiel le samedi matin. Une en février, une en mars, une en avril, mai, une en juin. Tout ça s'échelonne entre janvier, juin, juillet. Voilà. Donc ça, pour les notes de synthèse, donc, vous aurez une correction. Donc, je pense que c'est utile. C'est utile que vous puissiez aussi discuter directement avec des correcteurs pour éventuellement discuter de vos copies et des choses que vous n'avez pas comprises. Hein, voilà. Évidemment, il sera donné à corriger, voilà, mais je pense que l'idée du présentiel, nous ne l'avons rétabli que pour les notes de synthèse. Pour les autres matières, ça reste du distanciel et seront publiés et seront restitués les notes. Alors, l'année dernière, on avait fait ça sous forme de tableaux que les différents correcteurs remplissaient avec un certain nombre d'indications pour vous permettre de comprendre ce qui avait fonctionné, ce qui n'avait pas fonctionné dans votre travail et les raisons pour lesquelles donc vous aviez obtenu telle ou telle note. L'enseignant, par exemple, de droit des obligations, qui s'appelle M. Berthiaud, avait plusieurs séances aussi de correction, mais en distanciel, pour expliquer les raisons pour lesquelles certains sujets plus ou moins étaient bien traités. D'accord? Alors, donc, je répète, c'est du distanciel. 4 notes de synthèse, 3 épreuves de droit des obligations, 3 épreuves de spécialité, 3 épreuves de procédure. D'accord? Bien. Alors, je peux vous dire, par exemple, que la note de synthèse numéro 1 commencera du 24 au 31 janvier, donc c'est très bientôt. La seconde du 7 au 14 mars, la troisième du 4 au 11 avril et la quatrième du 16 au 23 mai. Voilà, pour vous donner à peu près les dates. Quant aux entraînements, le droit des obligations, ce sera début mars, mai, juin, et pareil pour spécialité et procédure. Alors, on a essayé de faire en sorte que tout ne tombe pas en même temps, évidemment. Hein, on a essayé de faire en sorte que vous n'ayez pas à rendre en même temps une note de synthèse, une épreuve de droit des obligations et une épreuve de spécialité et de procédure, évidemment. Hein, on a essayé, donc ça donne un calendrier assez contraint en réalité, de façon à ce que tout le monde puisse avoir ses entraînements. Voilà. Bien. Le distanciel, ce n'est pas l'idéal, j'en conviens volontiers. En même temps, vu la situation actuelle, je pense que c'est la solution la plus raisonnable. Je pense bien entendu qu'on va continuer au présentiel, je le souhaite, mais c'est comme jamais. Même si, voilà, j'avoue que les 2 années, puisque j'ai la chance de diriger l'UEJ depuis janvier 2020, c'est-à-dire le premier confinement, donc vraiment, voilà, ça m'a appris à beaucoup de modestie et à de prudence dans l'organisation des choses. Voilà. Sans compter, bien sûr, vous ne me répétez pas, que les outils informatiques dont nous disposons parfois peuvent rencontrer certaines difficultés. Voilà. Bien sûr, nous sommes les meilleurs outils possibles, mais parfois, ce n'est pas exactement à 100% performant. Donc, voilà. Donc, prudence. Je suis tout à fait conscient que ce n'est pas l'idéal, mais ça me paraît raisonnable. Alors, parallèlement, ce n'est pas tout,
vous aurez des cours de langue anglaise. Et oui, toutes les semaines, quelle chance, vous aurez toutes les 2 heures d'anglais juridique par semaine à partir de janvier, fin janvier, début février. Vous serez répartis dans 2 groupes en fonction de l'ordre alphabétique. Monsieur Duron vous répartira pour toutes les épreuves en fonction de l'ordre alphabétique dans différents groupes de correction. Vous ne serez pas nécessairement corrigé par les mêmes personnes. Tout dépendra de l'ordre alphabétique. Donc, évidemment, j'ai une question, est-ce que c'est obligatoire? Alors, ce n'est pas obligatoire, mais pour les boursiers, à confirmer, mais dans les années précédentes, il était obligatoire pour tous les boursiers de faire tous les entraînements. C'était une des conditions du maintien de leur bourse. Donc, évidemment, pour ceux qui ne sont pas boursiers, ça ne se pose pas. Vous n'êtes pas obligé de les faire, même si je conseille de les faire, évidemment. Mais pour les boursiers, c'était une obligation de les faire tous. Donc, M. Duron fait le compte et vérifie, puisqu'il tient tous les comptes que vous avez fait. Alors, donc, cours d'anglais à raison de 2 heures par semaine. Et ce n'est pas tout. En plus, vous allez avoir un cours de liberté fondamentale en vue du grand oral. Monsieur Kissamboula a déjà placé des séances à partir de fin mars jusque début juillet. Vous aurez des cours, 12 séances le lundi de liberté fondamentale pour le grand oral. Et vous aurez un fascicule qui vous sera remis avec, juste avant le grand oral, avec un certain nombre d'éléments d'actualité en droit des libertés fondamentales. Enfin, ce n'est pas tout, vous aurez 4 séances d'entraînement au grand oral avec M. Kissamboula et moi-même. Ça, c'est pour fin septembre, début octobre. Nous nous verrons à raison de 3 heures aux 4 semaines et nous ferons ensemble des entraînements. Je vous engage, et j'espère que vous serez nombreux, je vous engage à venir à ce type d'épreuve parce que c'est très important. D'accord? Parce que ça vous permet de mieux vous préparer. Alors, je le dis tout de suite, je ne conseillerais aucune prépa privée. Ce n'est pas la peine de me le demander. Je n'ai pas d'idée. Voilà, je ne sais pas si c'est bien. Je sais que beaucoup d'entre vous, l'été, font des entraînements. Libre à vous. Je ne conseille rien. Moi, je suis un professeur du service public. Je conseille le service public. D'accord? Ensuite, donc, vous le savez tous, vous, et je sais que beaucoup d'entre vous font, mais je ne donnerai pas et je ne conseillerai pas de préparation privée. Oui, ça peut être utile pour un certain nombre d'entre vous. Je sais que beaucoup le font. Ça a un certain coût. C'est un coût certain. Voilà. Ensuite, les résultats sont variables. Voilà. Donc, ça, c'est libre. Moi, ne me demandez pas de faire. Par contre, vous pouvez, bien entendu, m'écrire et me demander des conseils s'il y a des choses que vous avez rencontré des difficultés. Moi, j'ai un conseil à vous donner, c'est de travailler de façon régulière. Le grand oral, il faut le préparer à l'avance. Les libertés fondamentales, c'est compliqué. Le programme est immense. Comme vous en doutez, avec les dernières années, il y a beaucoup de sujets de liberté fondamentale qui existent. Voilà. Les décisions sont extrêmement importantes. Ça va de la Cour européenne des droits de l'homme à les décisions du Conseil constitutionnel. Donc ça, moi, l'épreuve d'exposer des discussions et des libertés fondamentales, il faut les travailler en amont. Donc c'est un très gros programme. Donc je sais qu'il faut d'abord que vous réussissiez vos écrits, parce que si vous ne réussissez pas vos écrits, vous ne passerez pas l'oral, bien entendu. Mais ne vous dites pas que les libertés fondamentales, c'est pour plus tard et j'aurai bien le temps. Parce que lorsque vous verrez le programme que vous aurez à l'université, vous rappellerez ce que je vous ai dit le 12 janvier 2022. Bien. Voilà. Donc, c'est une vraie année où il faut travailler de façon régulière. Et moi, je vous le dis, plus vous ferez, plus vous vous entraînerez, plus vous travaillerez de façon régulière, mieux vous serez préparé pour les épreuves. De toute façon, pour ceux qui les ont peut-être déjà passés,
le jour des épreuves, c'est stressant. C'est stressant parce que tout le monde est stressé, y compris moi-même. Voilà, hein. Pas parce que je passe par des épreuves, parce que je veux que les épreuves se passent bien. Voilà. Et il y a une ambiance où tout le monde voilà, arrive à un moment où vous allez sacrifier votre été, vous préparer, et là, vous n'en pouvez plus. Voilà. Et c'est difficile. Donc, s'il y aura un stress lié à l'examen, il faut combattre ce stress en vous préparant le mieux possible en amont et en prenant donc les épreuves de façon les plus, pas dire banales, mais habituelles possibles. Hein. Les notes de synthèse, c'est très faisable. Alors, moi, je vous dis tout de suite, la note de synthèse, c'est l'exercice qu'il ne faut pas rater, absolument pas, parce qu'elle a un gros coefficient. Donc, il faut vraiment assurer la note de synthèse. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Hein. L'année dernière, c'était les immunités en droit. Ce n'est pas un sujet facile, mais honnêtement, le sujet était faisable. D'accord? Donc, il n'y a pas de raison. D'accord? Voilà. Moi, je vous le dis, note de synthèse, et bien sûr, droit des obligations, mais cette année, je peux vous dire que le professeur de droit des obligations va faire en sorte comment dire, d'adapter aux exigences qui semblent nouvelles les sujets qu'il vous propose. Alors, j'en arrive à la question. Est-ce que vous avez des questions? Je vais vous laisser me poser quelques questions. J'en arrive à la dernière chose. C'est vrai que l'année dernière, les résultats n'ont pas été bons, ou en tout cas ont été moins bons que les années précédentes. Est-ce à dire qu'il y a une volonté délibérée de la Commission nationale du barreau, des barreaux, de aujourd'hui donner des sujets plus difficiles et plus sélectifs? Je n'en ai pas d'idée. La réalité, c'est que il n'y a pas de numerus clausus. Je vous le dis parce que moi, j'ai assisté à des réunions au CND, ça nous a été redit, il n'y a pas de numerus clausus. Donc, il ne s'agit pas, si vous voulez, de limiter l'accès par principe. Maintenant, il y a une réalité, c'est que, bon, on doit quand même opérer une sélection. Voilà. Mais, je le redis, et ça a été très clairement dit, il n'y a pas de numerus clausus à ce stade. Donc, ne partez pas de l'idée que les sujets seront de plus en plus difficiles et on aura de limiter de plus en plus le nombre d'admissibles. Voilà. C'est clair? Oui, je sais que ça génère certaines inquiétudes. Voilà ce que je peux vous dire à ce stade. Et si j'ai plus d'éléments, je vous les donnerai. Alors, est-ce que vous avez quelques questions? Ceux qui sont là, ceux qui... Oui, madame. Oui. Eh bien, le 28, je l'ai dit, le 28 janvier. Alors, vous pouvez éventuellement, parce que, alors ensuite, on vous demandera une confirmation. Hein, d'ici, on vous demandera ensuite une confirmation, mais a priori, vous devez indiquer dans votre fiche pédagogique votre spécialité. Et je l'ai dit, hein, c'est jusqu'au 28 janvier. Ben, ça doit être même inscrit sur le site. Hein, Monsieur Duron l'a inscrit pour la fiche pédagogique. Hein, c'est des inscriptions pédagogiques. Voilà. Maintenant, le but est que vous vous entraîniez dans la spécialité, si vous voulez, que vous allez passer, et dans la procédure que vous allez passer. Voilà. Donc, oui. Ce n'est pas un commentaire d'arrêt au sens strict, c'est-à-dire qu'il faut arriver à être, bien sûr, c'est livrer les différents points de l'arrêt, ce n'est pas un commentaire. Ce n'est pas un commentaire aussi détaillé que ce que vous avez l'habitude de faire. Vous n'aurez pas le temps. Mais en tout cas, c'est deux parties, deux sous-parties. C'est ça que vous voulez me demander en termes de présentation. Il y a un certain formalisme. Hein. Ensuite, tout dépend du sujet. Si vous avez un texte de loi, ce n'est pas tout à fait pareil. Hein. Vous pouvez avoir un texte de loi. Cette année, j'ai donné
un projet de loi sur la vidéosurveillance des personnes qui se trouvaient en garde à vue. Voilà. Donc, oui, ça peut pas faire, c'est pas un commentaire d'arrêt. Donc, vous arriviez à mettre en pratique. Ce qu'on attend de vous, c'est un certain engagement et un certain esprit critique. C'est-à-dire que vous puissiez, oui, montrer à vos examinateurs que, d'une part, vous avez compris les éléments essentiels. Je vous donne un exemple très simple. Cette année, on a donné un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui était un arrêt d'irrecevabilité. C'est-à-dire, beaucoup d'entre vous n'ont même pas vu qu'il y avait une irrecevabilité. Donc, on traitait l'arrêt comme si la Cour avait statué au fond. Et donc, au bout de 15 minutes, le président du jury dit: mais est-ce que vous avez lu à la fin, le recours est irrecevable? Et beaucoup de gens n'avaient même pas dit. Ça, c'est pas bon. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut quand même être vigilant. Mais ça s'apparente à un commentaire d'arrêt. On est à l'oral et c'est une présentation. Il faut que vous montriez à votre jury d'examinateur que vous avez la distance par rapport au sujet, que vous avez compris les enjeux du sujet, évidemment, par rapport aux libertés fondamentales. C'est ça. Par rapport aux différents droits. Alors, d'autres questions? Est-ce que j'ai répondu à votre question à peu près? Ah oui, vous trouvez problématique, oui, bien sûr. Mais elle apparaîtra. Ce n'est pas une fiche d'arrêt. On aura l'occasion de vous l'expliquer. Bien sûr, il faut restituer les faits. Mais, comme le dit M. Kissampoula, il faut essayer d'entrer tout de suite dans le vif du sujet. Lui, il a le sens de la formule. Il fait une phrase d'attaque très forte pour que le jury soit saisi et se dise: oula, voilà. Vous êtes quand même à un niveau d'études dont on attend. Vous êtes quand même avancé. Vous êtes à bac plus 4, 5, 6, peut-être 7. Voilà, que sais-je. Bon, voilà. Donc, on attend quand même de vous que vous compreniez assez rapidement les enjeux et que vous puissiez les restituer. Et surtout, que vous le fassiez de manière intelligible. Voilà. Ça c'est vraiment ce que je dis clair. C'est on attend de la clarté de vous. Voilà, ce n'est pas une fiche d'arrêt au sens strict. Parce qu'en une heure, faire une fiche d'arrêt, ce n'est pas exactement l'exercice. Mais c'est vraiment de montrer à votre jury que, parce que l'avocat, il est dans le jury. Donc, il se dit: est-ce que cette personne qui est en face de moi, j'ai envie de l'avoir à côté de moi auprès de toi? Et le juge, il se dit: est-ce que cette personne-là, j'ai envie de l'avoir en face de moi? Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, j'insiste sur un point qui m'embêtait. Les juges sont très sensibles de plus en plus aux notes de synthèse parce que les conclusions d'avocats, peut-être certains d'entre vous travaillent dans des avocats ou des stages, sont de plus en plus longues. Et les juges sont submergés par la longueur. Et beaucoup de juges aujourd'hui considèrent que l'esprit de synthèse, la capacité d'un étudiant et d'un futur avocat à synthétiser sa pensée et à ne faire que 4 pages là où on pourrait en faire 40, c'est un plus. Et donc, les magistrats sont sensibles à l'esprit de synthèse et au fait qu'ils ne soient pas, comment dire, submergés par ce qu'on appelle les écritures de l'avocat qui discute à n'en plus finir de point de droit, mais n'en vient pas à l'essentiel. Donc, la note de synthèse, c'est aussi révélateur de votre esprit de synthèse, de la capacité que vous aurez au moment venu, devant le juge, à mettre le point sur les éléments essentiels. D'accord? D'autres questions? Alors, bonjour monsieur, pouvez-vous nous dire si les épreuves se dérouleront dans les mêmes lieux que l'année dernière? Je n'en sais rien encore. Je n'en sais rien. Je sais que vous êtes déjà 900 inscrits à l'EJ, donc un gros volume. Donc, il est possible que ce soit. Les années précédentes, c'était à l'université. Du fait du Covid, ça ne pouvait plus être à l'université. La question se pose de savoir si ce sera à l'extérieur. C'était à Marne, à Noisy-le-Grand, et la fois d'avant à la Porte de Versailles. Voilà. Mais je ne le sais pas encore. Bien évidemment, lorsque je l'aurai, je vous dirai, mais voilà, c'est pas encore. Je ne peux pas. Alors, tous les cours, un point important. Les cours sont, les cours sont-ils enregistrés et mis sous le web?
J'ai demandé à vos enseignants de mettre leurs cours sur Moodle, mais je ne peux pas les écouter. Donc, j'ai demandé aux enseignants, certains que je ne citerai pas, ne veulent pas que leurs cours soient enregistrés. Ils veulent bien que les cours soient diffusés sur Moodle en direct, hein, mais ils ne veulent pas qu'on les enregistre. Ça paraît assez. Je n'ai pas de jugement, chacun des familles. Voilà. Donc, je ne peux pas l'imposer, je ne suis pas leur supérieur. J'espère qu'un certain nombre de gens le font. En anglais, c'est enregistré. M. Berthaud, il enregistre. Bon, il y a des professeurs qui le font systématiquement et qui ne le font pas. Ça, c'est une nouvelle. D'accord Mademoiselle, vous avez levé la main? Oui, concrètement, pour répondre à la question que j'ai pas ben, vous devez indiquer, Sophia, les matières que vous choisissez. Voilà. Non, vous devez indiquer à M. Durand, alors, Sophia, vous devez indiquer à M. Durand les matières que vous passez. Vous n'avez rien, aucun document qui récapitule les matières de ce que si. Enfin, moi, je les ai déjà vus, donc, si. Voilà. Vous avez une sorte de document où vous devez indiquer. En fait, de toute façon, vous n'avez pas beaucoup de choix. Hein, vous avez des combinaisons de matières. De toute façon, vous passez tous notes de synthèse, tous droits des obligations. Ensuite, vous devez indiquer ce que vous passez. Je vérifierai, mais il me semblait que la fiche était en ligne. Hein, vous pouvez y avoir accès. Peut-être que je me trompe. Oui. Et sur le site, c'est pour ça. Mais peut-être, c'est pour ça. Peut-être qu'elle n'y figure pas, mais à ma connaissance, elle est figure. On peut le regarder ensemble si vous voulez. Des questions? Vous savez où est mon bureau? Je n'y suis pas tout le temps. Mais vous pouvez toujours envoyer un mail. Et je sais, souvent, vous écrivez au secrétaire et il n'y a pas de réponse immédiate. Ça ne veut pas dire qu'on vous répond. D'accord? Donc, un peu de patience. La suite, on fait le mieux possible. D'accord? Ce n'est pas pour défendre, mais il n'y a pas de mauvaise raison. D'accord? Vous pouvez ne pas être satisfait. Si vous avez des difficultés, faites des mails. N'hésitez pas. Voilà. Et bien sûr, c'est des grandes difficultés, faites-les moi. Je vous remercie pour votre attention. Si vous n'avez pas plus de questions, les stages ne sont pas obligatoires. Hein, nous sommes bien d'accord. Hein, bien sûr, les stages ne sont pas obligatoires, mais ils sont pas. Merci pour votre attention à tous et bonne soirée. Et à bientôt.